Quelle perception les Africains ont-ils de cette nouvelle forme de coopération stratégique militaire avec la Fédération de Russie? Quel rôle peut jouer Moscou dans la stabilisation du Sahel? Est-ce que clairement aujourd'hui on devrait considérer la présence des instructeurs russes comme étant un frein, comme certains l'avancent d'ailleurs, un frein à la montée en puissance des armées africaines? Voilà autant de questions sur lesquelles nous reviendrons largement ce soir au cœur de cette émission de Point sur l'actualité, bien sûr avec pour prétexte la présence en Russie du ministre burkinabé de la Défense, Kassoum Koulibaly, qui revient justement sur la perception faite par Ouagadougou de son partenariat stratégique militaire avec la Fédération de Russie. Écoutons le ministre burkinabé de la Défense. Pour nous, force de défense de la sécurité, c'est faire en sorte que nous travaillons main dans la main, sans frontières. Sans frontières. Vraiment, un soldat burkinabé peut se retrouver au Mali, au Niger, ou une unité peut se retrouver au Mali, au Niger, sans vraiment de formalité quelconque. On communique, on coopère avec des officiers de liaison qui sont là, et ça marche. On a déjà mis en place la force conjointe, mais nous essayons de organiser sur place, voir comment ça ne me gêne pas, et c'est ce que nous faisons vraiment. On travaille dans le cadre familial, on se comprend bien. Et comment voyez-vous le rôle des instructeurs russes dans la stabilisation du Sahel? Non, il faut se dire que dans le cadre du partenariat, c'est ce qu'on dit là. On le faisait mais de pas avant. De pas d'abord notre puissance colonisatrice qui était la France et même d'autres partenaires qui jusqu'à présent continuent, essaient d'envoyer des formateurs, des instructeurs pour essayer de voir comment nous accompagner. Mais nous avons vu que souvent dans ce partenariat, il y avait un grand écart entre ce qui était dit et ce qui se faisait. Et aussi, qu'est-ce que nous gagnons dedans le plus souvent? C'est ça, le vrai problème. Si je dis que je viens en partenariat chez vous, et je viens, vous devez vous occuper de mon hébergement, vous devez vous occuper, me donner une voiture, vous devez me donner le carburant, vous devez occuper des frais de téléphone, autres là, pour peut-être venir chez moi m'apprendre quelque chose que j'ai appris dans vos écoles et que j'étais parmi les meilleurs dans vos écoles. Bon, c'est un problème. Nous avons affaire comme ça des conseillers militaires qui étaient là, mais rien. Même nos partenaires savaient que les coopérants qui nous amènent là, ce n'est pas évident qu'ils connaissent mieux que nous. Si j'ai affaire à quelqu'un qui vient pour m'apprendre, qui vient coopérer avec moi, qui a un niveau moins que moi, vous voulez que j'apprenne quoi? Au contraire, il est là pour autre chose. Les instructeurs russes sont là, mais eux, ils nous apportent quelque chose de nouveau. De nouveau sur la manière de mener leur combat et la doctrine que les gens apprennent sur le terrain beaucoup. Ça, c'est un avantage que nous apprenons beaucoup. C'est notre deuxième participation avec celle de l'année passée. Et pour retenir que c'est d'abord d'une manière générale, pour retenir que ça permet, dans le cadre du partenariat avec la Russie, de voir concrètement sur le terrain qu'est-ce qui a évolué en termes d'équipement, en termes de programmes de formation, tout. L'année dernière, nous étions limités essentiellement aux problèmes d'équipement et puis les comportements des matériels. Mais cette année, je lève vraiment félicitations aux organisateurs parce qu'il y a eu une innovation majeure qui a été comme un genre de séminaire pour les participants. Parce que non seulement il y avait les équipements qui étaient là, et il y avait tous des présentations qui sont faites sur le retour d'expérience dans tous les domaines. En nous militaires, on sait quand un domaine, on dit artillerie, on voit ce que l'artillerie a donné, ce que la lutte contre, par exemple, les produits chimiques, ce que ça a donné, la lutte contre les drones. Cette année, ça nous a permis de voir beaucoup dans ces cas et c'était enrichissant. Moi-même, particulièrement, j'ai été marqué par un phénomène de combat, de lutte à mener que j'avais en tête, mais je veux que là, ça a été développé. Je ne rentrerai pas les détails, je vois que ça a été bien développé par les Russes et nous allons en profiter de ce domaine. Ça a été très enrichissant pour nous et j'ai retenu une bonne leçon. Je n'ai pas manqué de le dire à mon collègue et demain je le confirme encore au ministre de la Défense. Cette année, cette forme nous a plu. Ce n'est pas seulement voir le matériel, mais c'est voir réellement comment le matériel s'est comporté. Jusqu'à la médecine tactique, ça c'est innovant. Voilà, vous l'avez écouté, Kassoum Koulibaly, le ministre burkinabé de la Défense. Souleymane Hamzat, il est clair concernant justement ce partenariat
militaire qui lie son pays, le Burkina Faso, à la Fédération de Russie. Les instructeurs russes sont là et ils nous apportent quelque chose de nouveau, notamment sur des opérations menées sur le terrain ou encore sur le partage d'expériences. Pour vous qui êtes au Bénin, pas très loin justement de ces pays situés dans la zone dite des 3 frontières, quelle perception avez-vous de cette nouvelle forme de coopération qualifiée de stratégique aujourd'hui entre certains pays africains et la Fédération de Russie? Ces mêmes Russes-là, ces instructeurs russes peuvent-ils jouer un rôle primordial, importantissime, voire crucial dans la stabilisation du Sahel? Merci, Franck Guéné. J'espère que je suis entendu. Parfaitement. Vous me recevez? Parfaitement, M. Hamzat. Nous vous recevons 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Parfait. Donc, parfait. Je peux faire une synthèse. Cette synthèse-là, elle aura rapport à, n'est-ce pas, à un précédent et à l'actualité actuelle. Le précédent, c'est que dans les années jadis, il était question de coopération, de coopération militaire. Et ce jeu-là, sur la base d'un certain nombre d'accords, n'est-ce pas, qu'il y ait, en particulier pour nous autres pays francophones, la France, à ces États-là. Mais nous nous sommes rendus compte que cette coopération-là a échoué lamentablement, à tout point de vue. N'est-ce pas? Non seulement que cette coopération-là, elle ne s'exerçait pas dans les règles de l'art. Je vous prends pour exemple, n'est-ce pas, l'appel du président, de l'ancien président malien, Dioukunda Traoré, qui avait demandé à la France à l'époque, n'est-ce pas, un appui aérien et en renseignement. Et cela s'est transformé très rapidement en installation de base. Donc vous voyez déjà qu'il y a une discordance, n'est-ce pas, dans l'application, n'est-ce pas, des décisions politiques qui sont prises. Ça, c'est en ce qui concerne le passé. Je peux vous compter beaucoup d'autres plus d'exemples. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de la réalité aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'au-delà comment je dirais-je, des opérations comme Barkhane, comme Serval, comme Takuba et autres, mais que le bilan était lamentablement observé. À tout point de vue en plus. Vous constaterez aussi que, n'est-ce pas, ces forces-là étaient souvent à l'opposé des combats. Est-ce que vous détenez d'images, n'est-ce pas, de l'armée française face aux djihadistes jusqu'à ce jour, en dehors du cinéma qui nous est tourné dans les Ifogas, où c'est qu'ils étaient perchés sur des montagnes tirant l'air? On ne savait pas sur qui il tirait. Bon, étant donné que cette coopération n'a pas été fructueuse, il était, n'est-ce pas, tout à fait normal que nos chefs, n'est-ce pas, d'État, ceux-là de l'AES, prennent leurs responsabilités de mettre un coup de nez à tout ce bordel. Moi, je le qualifie de bordel parce que, nous avons eu des populations qui ont été décimées. Nous avons des familles qui ne savent même plus où donner de la tête. Nous avons des villages entiers et des villes entières, mais qui ont été complètement rasés. Et le bilan étant macabre, les responsabilités ont été prises par un certain nombre de chefs d'État. Je vais citer celui du Mali en premier, celui du Burkina et celui du Niger. Et au constat, nous remarquons que en deçà de ce que ceux-là même qui, n'est-ce pas, étaient des coopérants de l'époque, nous empêchaient d'avoir des armes, nous empêchaient sous des embargos qu'il faut voter à l'ONU, d'avoir du matériel de guerre, d'avoir des coopérations même avec d'autres États, mais d'autres ont décidé de passer outre, d'aller chercher des terrains ailleurs, d'aller chercher des collaborations, n'est-ce pas, diversifier les collaborations militaires. C'est en cela qu'est venu le groupe Wagner, que vous connaissez, mais qui aujourd'hui a changé de nom et est devenu Africor. Mais si j'ai un gardien, alors béaba de la sécurité, si j'ai un gardien qui ne fait pas son job, qui permet à n'importe qui de venir chez moi, taper sur mes enfants, ma femme, détruire le matériel que j'ai chez moi, mettre le feu même à la maison, mais écoutez, je souffrais que je me gêne de le foutre à la porte. Et c'est comme ça que vous avez vu les armées françaises, américaines et autres, dans les États cités, vivre le plateau. Et je pense que ça a été une très bonne décision, une décision hautement politique de nos chefs d'État, que je salue au passage, et qui ont permis aujourd'hui l'arrivée, n'est-ce pas, d'autres coopérants qui aujourd'hui font le job sur le terrain. Prenons le cas de la Centrafrique. Vous voyez aujourd'hui que le Centrafrique a
quasiment recouvrir, n'est-ce pas, son territoire. Prenez le cas du Mali. Nous sommes à Tinzaouzine. Vous voyez ce qui se passe. Le Mali a donné une correction, une de ses hypercutes, n'est-ce pas, à ces conglomérats de délinquants qui se sont mis de l'autre côté là du Tinzaouzine avec l'appui de je ne cite quel pays pour venir déstabiliser de nouveau le Mali. Prenez le cas du Burkina. Le Burkina aujourd'hui est dans un combat mais émérite. Il a dit, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qu'il faudra se préparer à une guerre de haute intensité. Alors, question à nous de nous poser, sommes-nous en face réellement de terroristes ou de groupes armés ou conglomérats, n'est-ce pas, d'éléments financés par je ne sais qui viennent, n'est-ce pas, perturber nos populations. La question reste posée. Voilà mon avis sur la question en premier et je pense que les chefs d'État qui ont pris la responsabilité, n'est-ce pas, de bouter dehors, n'est-ce pas, cette armée-là, qui en réalité n'était pas là pour défendre nos populations, nous permettre de reconquérir nos territoires, mais était là pour picher dans le sol. Je pense que la décision a été salutaire et celle-là de ramener les partenaires sûrs qui permettent à nos États, à nos populations de respirer un temps soit peu pour un développement futur, je pense qu'il n'y a pas match. Telle est ma décision, telle est mon observation et je pense que cette décision-là est salutaire. Alors, vous parlez de décision salutaire, revenant sur certains exemples marquants. Le cas du Centrafrique en dit long, justement, sur ce que nous avons qualifié, ou du moins sur ce que mon nombre d'observateurs ont qualifié de relations, de coopération stratégique, notamment dans le domaine de la défense. Mais le recours aux instructeurs russes, Souleymane Hamzat, n'échappe pourtant pas à certaines critiques aujourd'hui entre ceux qui estiment que cet appui militaire russe, qu'il soit matériel ou pas, serait entre autres un frein à la montée en puissance, notamment des armées africaines, et pourrait éventuellement ralentir, ou du moins, cette dynamique d'autonomisation de nos armées. Qu'en pensez-vous en tant qu'expert en problématique de terrorisme ? Alors, est-ce qu'il me reçoit, Souleymane Hamzat? Ah non, je pense que nous aurons l'occasion de revenir vers... Alors, m'avez-vous reçu, Souleymane Hamzat, avez-vous reçu la question en question? Non, je ne l'ai pas reçu. Alors, je parlais tout à l'heure de cette décision. Vous parliez, d'une décision salutaire, revenant justement sur certains exemples marquants sur le continent africain. Le cas du Burkina Faso avec le ministre Kassoum Koulibaly, le cas du Mali, du Niger, avec la présence bien sûr de ces instructeurs russes en question, mais surtout, l'un des exemples les plus marquants, c'est celui du Centrafrique, avec la restauration de plus de 99% de l'intégrité territoriale du territoire centrafricain. Alors, c'est une présence tout de même, Souleymane Hamzat, qui n'échappe pas aux critiques entre ceux qui estiment, bien évidemment, que la présence des instructeurs russes pourrait éventuellement constituer un frein à la montée en puissance des armées africaines. Alors, que répondez-vous à ceux qui avancent cet argument? Mon cher frère, c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Il n'y a qu'à observer au niveau de du Centrafrique. Vous voyez bien que le job est fait. Mais écoutez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y aura sûrement des dommages collatéraux, n'est-ce pas, à travers les actions qui seront menées par les forces russes. On ne dit pas qu'ils sont parfaits, mais contrairement à ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont implantés chez nous, à creuser nos sols et à oublier nos parents, oublier nos familles, oublier le peuple, mais je pense qu'il n'y a pas match. Il n'y a même pas, n'est-ce pas, opiné sur n'est-ce pas, ce que pensent ces gens-là. Ces gens-là sont complètement en retard. Il suffit d'aller sur le terrain. Il y a quelque temps, j'étais dans le Sahel. J'ai été voir ce qui se fait. Mais il y a un travail mais qualitatif. Prenez pour exemple la bataille de Tinzaouzine. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, de la qualité technique, la qualité stratégique, la qualité managériale, le consensus au niveau des forces, à mettre en déroute, n'est-ce pas, cette horde de mercenaires qui se pointait, n'est-ce pas, à la frontière malienne. Écoutez, il y a un temps pour réfléchir,
n'est-ce pas, il y a un temps pour passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Les présidents en question ont pris leurs responsabilités. Il n'est plus pour nous, n'est-ce pas, le temps de jouer au yo-yo. Il faut aller droit au but. S'il faut casser, n'est-ce pas, les œufs pour avoir des omelettes, les œufs seront cassés et nous aurons des omelettes. Pour le moment, le travail qui est fait est remarquable, n'est-ce pas? Le bilan, il est là sur le terrain. Il n'y a que d'aveugles pour ne pas voir. Et la question que tout le monde se pose, M. Hamzat, la stabilisation du Sahel passera-t-elle par l'apport des instructeurs russes ou pas? Vous me posez une question? Effectivement, M. Hamzat, la stabilisation du Sahel passera-t-elle par l'apport des instructeurs russes ou pas? Ah non, la stabilisation du Sahel passera par les enfants du Sahel qui ont pour partenaire, n'est-ce pas, d'appui les forces russes. Mais pourquoi on s'en tient aux Russes, dis donc? Il y a bien des Iraniens à côté, il y a des Turcs qui viennent avec des drones, il y en a des Rwandais, il y a dans le, je ne sais pas, au niveau de comment on appelle, d'autres fronts, d'autres théâtres d'opération. Pourquoi c'est tout Russes? Posons-nous des questions. Et mieux, les soldats que nous avons sur le terrain aujourd'hui, les meilleurs, sont russes. Le ministre de la Défense du Mali, le ministre Sadio Kamara, mais il a été formé en Russie. Les plus grands les officiers de l'armée malienne sont russes. Vous allez au Burkina, c'est pareil. Vous allez du côté du Niger, c'est pareil. Moi, j'ai dit sur des émissions qu'il fallait en finir avec des officiers venus de Saint-Cyr. Mais on veut des officiers qui sont capables, n'est-ce pas, d'affronter cette guerre asymétrique. Des gens qui nous attaquent à tout va, on ne sait même pas d'où ils viennent. Les Russes font le job, contrairement à ceux qui sont restés là 9-10 ans. Chers frères, il ne faut pas voir le soleil se lever de l'ouest pour aller se coucher à l'est. Il s'est toujours levé à l'est, il s'est couché à l'ouest. Ne changeons pas la rhétorique. Avançons, et avançons, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, en sachant qu'en face de nous, nous avons des gens déterminés. Et il va falloir leur montrer que 10 fois plus, nous sommes plus déterminés qu'eux. Raison pour laquelle il appelle à une guerre de haute intensité. Voilà. Fourniture en équipement militaire, formation, partage d'expérience, appui technique sur le terrain. Le domaine de coopération aujourd'hui entre, bien sûr, la Fédération de Russie et certains pays africains, entre autres, sont clairement vastes. Mais comment trouver le juste milieu, le juste équilibre patient parfait d'homme afin que la présence justement de ces instructeurs russes en question ne vienne pas diluer, entre autres, la montée en puissance des forces armées africaines, ou du moins des FAMA au Mali, comme on le dit, des FACA en République centrafricaine, des FDS. De façon générale, on va adopter justement ce narratif des forces de défense et de sécurité au moment où certains remettent clairement en cause la présence militaire russe sur le continent, estimant qu'elle serait éventuellement un frein à l'autonomie des armées africaines. Ben, écoutez, on a presque envie de rire d'entendre l'agent énoncer cette critique vis-à-vis de nouveaux partenaires que nous avons. Nous savons pertinemment que nos armées étaient des armées à la limite qui ne servaient qu'à assurer la protection des dirigeants que la France et l'Occident avaient installés à la tête de nos États. Ce n'étaient pas des armées qui étaient en capacité de se projeter partout sur le territoire national et faire l'une des missions régaliennes propres à nos armées, c'est-à-dire la protection de l'espace territorial, n'est-ce pas, de l'ensemble de nos pays. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, tout à l'heure, mon ami de Bogo le disait, Houphouët-Boigny disait carrément qu'il n'avait pas besoin d'une armée. La France était là pour le protéger, donc il ne savait pas à quoi servait une armée pour la Côte d'Ivoire. C'est avec la venue au pouvoir de Laurent Gbagbo qui a commencé à avoir ce frémissement de la constitution d'une véritable armée nationale capable de protéger la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu la réaction de la France, elle a été immédiate, c'était de la destruction de cette armée-là et de remettre les pendules à l'heure en donnant la capacité au 43e Bima en réalité d'être un État dans le temps, militairement parlant, et c'est elle aujourd'hui qui continue d'assumer toutes les questions logistiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a une nouvelle variante, et ça, c'est pas nouveau. Oui. Premièrement, ça pose la question de la capacité des armées africaines à s'adapter à des logistiques nouveaux sur le plan militaire,
à des philosophies nouvelles sur le plan, justement, de la stratégie des batailles, mais aussi à la capacité de domestiquer les outils nouveaux, comme c'est le cas des drones aujourd'hui. Ici, hier, on appelait l'artillerie le dieu de la guerre. Aujourd'hui, les drones sont venus complètement bouleverser la perception militaire nouvelle des guerres modernes. Il faut donc que nos armées soient en capacité, n'est-ce pas, sur le plan scientifique, de domestiquer tous ces nouveaux outils-là qui nous sont proposés. C'est une des raisons qui justifie d'ailleurs le déploiement de certains instructeurs, parce que dans le cadre de la coopération, il est clairement mentionné que le matériel fourni avec des instructeurs sur le terrain, on vous accompagne dans l'utilisation en question afin que vous puissiez domestiquer ces nouvelles technologies évoquées, Patient Parfenda. Mais évidemment, l'histoire, n'est-ce pas, des rapports des armées africaines avec l'Occident a toujours été une histoire, j'allais dire, de paternalisme. Hier, on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Je vous rappelle que pendant la campagne, n'est-ce pas, de la Libye, les armées africaines qui sont parties de Douala avaient été formées à l'utilisation de certains canons et à la conduite de certains gros transporteurs par les Américains. Arrivés dans une ville libyenne, les officiers français voyant, excusez-moi le terme, des nègres piloter cet arsenal-là, se sont fâchés lourdement. Ils leur ont demandé de descendre, qu'il leur a dit de le faire, et ils ont remis les pauvres blancs-becs sur ce matériel-là, dont ils ne maîtrisaient pas très bien parce qu'ils n'avaient pas été formés pour. Les officiers français qui avaient amené ces Africains à ce niveau-là le trouvaient même un peu incongru que l'état-major ne comprenne pas. Donc, pour la France, il y a toujours cette philosophie d'infantilisation, n'est-ce pas, des combattants africains, d'infantilisation de la direction logistique, n'est-ce pas, des armées africaines, pour que ce soit leur mot qui soit le dernier mot en ce qui concerne l'ensemble, l'assemblage, n'est-ce pas, de cette capacité au combat de nos armées. Avec la Russie, il n'y a pas ce complexe. La Russie, d'abord, vient avec des armes nouvelles, je vous dis, jusqu'au fusil, jusqu'au BABA. Les fusils ne sont pas les mêmes, jusqu'au niveau des fusils, jusqu'au niveau des canons, parce que les canons aussi c'est pas la même chose, même le diamètre, n'est-ce pas, des obus, c'est pas la même chose. Vous avez de nouveaux appareils capables, n'est-ce pas, de procéder c'est avant ce qu'on appelle les orgues Staline, mais ils ont été beaucoup améliorés avec de nouvelles dénominations. Il faut savoir les utiliser. Il faut aussi, au sein de l'armée, attention, la question scientifique. Parce que, par exemple, un artilleur, c'est à peu près comme un sniper. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le sniper se met pas seulement, il va une cible éloignée et il tire. Il a un officier en avant qui contrôle tout, qui calcule tout, la direction du vent, l'humidité de l'air, etc., etc. C'est ça, ces données qui renvoient, n'est-ce pas, à l'opérateur qui va tirer, qui maintenant coordonne, n'est-ce pas, sur le plan physique, balistique et tout ça, pour recadrer son tir et voir comment son tir peut arriver à bon escient. Donc, l'armée aujourd'hui, c'est toute une école. C'est beaucoup de sciences, c'est beaucoup de physique, c'est beaucoup de choses en même temps. On n'a pas seulement un canon et on met derrière un canon et on tire. Non. Vous pouvez voir quelqu'un qui est à Douala avec un missile, n'est-ce pas, arrimé, je ne sais pas à quoi, c'est un drone bien précis, et déclencher une frappe qui va détruire une cible, même du côté de Pouma. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail, à la fois intellectuel, mais surtout la pratique au combat. Ce n'est pas les bouts de bois qu'on donnait à l'armée centrafricaine pour être en capacité d'utiliser ces armements-là, d'être capable de conduire ces camions de logistique et de transport, d'être capable, n'est-ce pas, de comprendre comment on peut utiliser ces drones, d'être capable de sonder, n'est-ce pas, les déplacements de l'adversaire, d'être capable de lire la stratégie de l'adversaire, etc., etc. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de types d'entraînement, mais surtout un matériel hyper performant dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est avec, par exemple, un pays comme l'Éthiopie, au temps de Mengistu Ali Mariam, qu'on appelait les Négus rouges, qu'on a vu des jeunes de 18 ans, par exemple, piloter les MiG. Regardez, par exemple, nos armées, ce que la France nous donnait comme couverture aérienne. C'était des avions datant de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Fouga Magister. Alors que là,
nous voyons très bien qu'avec les nouvelles contradictions sur le plan militaire, à ce qui concerne l'armée de l'air, sans une grande couverture aérienne, on ne peut pas gagner une guerre. Il faut des avions hyper performants, des pilotes bien formés, bien entraînés à la guerre et, une fois de plus, en capacité de asséner des coups extrêmement importants à l'ennemi sans qu'il ne puisse franchir une barrière où les contre-batteries de l'ennemi puissent qu'il soit capable d'atteindre cet avion-là. Donc, c'est beaucoup de choses et une armée, une fois de plus, ce n'est pas des trucs en pièces détachées. C'est une cohérence entre l'artillerie, l'infanterie, l'aviation, la marine, et même maintenant, cette nouvelle guerre, du point de vue de brouillage électronique, de la capacité d'utilisation de drones, c'est dans cette perspective que les armées africaines doivent s'inscrire aujourd'hui. Et donc, ce que font les Russes, c'est complètement à l'opposé de ce que la France nous proposait. Et c'est pour cela, justement, qu'on ne veut pas qu'au niveau de l'AUS, et pas seulement de l'AUS, je rappelle que la coopération avec la Russie, ce n'est pas seulement l'AES qui l'a comment dire ça, déclenché. Oui. Beaucoup de pays africains, le Cameroun, mon pays par exemple, ça paraît bizarre, forment beaucoup de ces officiers aussi en Russie dans l'utilisation de nouveaux matériaux militaires que nous achetons. Vous ne pouvez pas acheter des armes chez quelqu'un sans vous entraîner à l'utilisation de ces armes-là. Donc, vous voyez donc que nous sommes, et c'est ça le monde multipolaire. C'est-à-dire, on dit, OK, nous avons utilisé les armes occidentales, elles n'ont pas produit les fruits qu'on escomptait. Oui. Maintenant, ouvrons-nous au monde. Il y a beaucoup, les drones turcs, les armes brésiliennes, oui. etc., etc. Et là où nous allons finir par faire une jonction, une synthèse de l'ensemble de ces expériences, cela va nous permettre maintenant, nous les Africains, d'être en capacité, nous aussi maintenant, de commencer à produire des armes qui sont adaptées à notre environnement. J'ai entendu quelqu'un parler d'environnement. Vous savez qu'un fusil, il ne suffit pas d'avoir des fusils. Même comment dire ça, un petit vent de sable peut enrayer votre fusil. Il faut être capable d'inventer des armes qui sont adaptées à notre environnement et qui nous permettent justement de créer beaucoup plus de problèmes à un ennemi plus qu'à un autre. Alors, les gens qui pensent que l'apport de nouveaux acteurs comme les Russes dans la bonification des capacités, n'est-ce pas, au combat de nos armées est une mauvaise chose, ce sont les gens en réalité à qui on pourrait bien poser la question à quoi c'est donc cet univers qui nous tend la main qu'on appelle le monde multipolaire. Je rappelle, je sors des armées. Prenons le cas du cacao. Quand on produisait le cacao, c'était pour offrir des chocolats, n'est-ce pas, aux Occidentaux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de nouveaux consommateurs de chocolat qui arrivent, n'est-ce pas, dans le marché. C'est par exemple les Chinois. C'est par exemple les gars, les Arabes au niveau des Émirats, qui ont de cash flow, qui sont capables d'acheter nos fèves à un prix très important. Alors, au lieu de continuer de le vendre comme le vendons aux Occidentaux, pourquoi ne pas aller dans l'industrie agroalimentaire, dans la biochimie et permettre justement, quand je parle de refondation de nos savoirs, à ce niveau, permettre au moins d'être en capacité de transformer nos fèves de cacao en beurre de cacao et de les vendre à un prix très important à ces nouveaux consommateurs, comme ça, nous permettant maintenant de sortir, n'est-ce pas, de cette vieille idée qu'on appelait la détérioration des termes d'échange. Cela va permettre à l'Afrique, de gagner beaucoup plus sur le plan des finances, mais deuxièmement aussi sur le plan des connaissances, sur le plan de l'amélioration et de la prospection en termes de know-how nécessaire, d'innovation sur tous les plans, et cela permettra justement à l'Afrique de gagner beaucoup plus d'argent que de continuer à vendre nos fèves comme on les vend, en perdant beaucoup de choses, en perdant par exemple le jus de cacao. Moi, comme mon père m'a fait goûter dans mon propre village à Borbé, qui est excellent, ce jus de cacao, et qui peut être transformé, pourquoi pas, en boisson, n'est-ce pas, dans le cas ludique au courant. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut penser, nos armées doivent s'adapter. Nos armées doivent être extrêmement professionnelles. Nos armées doivent être en capacité de domestiquer très rapidement les nouveaux armes qui sont mises à leur disposition, mais aussi commencer à se projeter avec ces nouveaux armes et les anciennes qu'on avait, et le monde tel que le verse sur le plan scientifique, pourquoi pas, de créer
nos propres armes aujourd'hui pour répondre, n'est-ce pas, aux difficultés qui nous sont imposées. Et cela va aussi avec la question, n'est-ce pas, de la sidérurgie. Par exemple, il faut que le fer qui est dans notre sous-sol, nous soyons capables de le transformer dans les alliages qu'on utilise pour fabriquer ces armes-là, et en plus maintenant, vraiment être sur le plan scientifique au top pour pouvoir les manier comme nous voulons, pour créer de nouvelles armes africaines qui seront capables d'être aussi, nous aussi, pourquoi pas, si les Turcs nous vendent des drones, pourquoi nous de même ne serons pas capables de vendre des types d'obus nouvelles, n'est-ce pas, à tous ces armées du monde-là. C'est là où se pose la véritable question de l'amélioration de nos militaires et de nos armées. Donc pour moi, c'est un faux débat de penser que l'apport des Russes va nous appauvrir ou bien va créer beaucoup plus de problèmes. Au contraire, cela va permettre d'ouvrir encore davantage l'horizon des armées et de nos pays et de notre culture à la fois scientifique, technique et technologique vers ces nouvelles armes, mais surtout vers ces nouvelles technologies. Vous savez dire qu'ils peuvent jouer un rôle dans la stabilisation du Sahel. Mais pour stabiliser le Sahel, il faut être fort, il faut avoir les armes, il faut avoir les techniques de combat, il faut avoir la science qui va avec. C'est ça la stabilisation du Sahel. La stabilisation du Sahel ne peut pas se faire uniquement avec des hommes, non. Ce n'est pas seulement avec les hommes. Ces hommes-là viennent nous aider déjà à utiliser, à maîtriser le B.A.-ba de ce que ces armes-là peuvent faire. Mais, à la longue, il faut que nous soyons capables, n'est-ce pas, de développer à partir des armes. Vous croyez que le gars qui a créé le AK-47, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'une arme. Et il a amélioré tout simplement cette arme-là pour créer cette arme géniale qui a fait toutes les révolutions du monde, qu'on appelle l'AK-47. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui ne sera pas capable, je parle, nous sommes à l'ère des drones, de créer justement de nouvelles armes qui vont faire peur et qui seront capables de sanctifier complètement l'espace territorial africain contre toute cette horde de barbares qui tente une fois de plus de semer le chaos chez nous. Voilà. Souleymane Hamza.